Huang Lishu est une artiste de lac. Elle est l'auteure du Jardin de lac, atelier où elle enseigne à ses élèves. Au printemps, de nombreuses végétations poussent. C'est très joli. Regardez, dans le jardin, il y a beaucoup de ces reptiles. On les appelle serpents à quatre pattes, mais en réalité, ce sont des lézards. Ici, ce sont des grenouilles. Il y en avait partout avant. À cause de la forme et la beauté de la fleur, on les surnomme bougies d'eau. Ces fleurs-là sont aussi très jolies. Ces plantes-là sont originaires de Taïwan, sont des nénuphars. Il y a une chanson en taïwanais qui s'appelle « Fleurs d'amour solitaire » où les paroles disent « sont des nénuphars, fleurissent partout ». Je fais chaque jour attention à toutes mes plantes quand j'arrive à l'atelier. Quand quelque chose a poussé, je suis très émue. Une fleur rouge par-ci, une fleur blanche par-là. Je suis vraiment touchée. Quand je fais mes lacs, il m'arrive très peu souvent de représenter des choses qui ne me touchent pas. La région de Nantou est située au centre de l'île. C'est la seule région non côtière de Taïwan. Le climat de Nantou est humide, la végétation y est verdoyante et les palmiers à bétel, bananiers et arbres à maïs très nombreux. Le célèbre et joli Sun Moon Lake se situe aussi dans cette région. « 80% du territoire de la région de Nantou est rempli de montagnes où poussent les laquiers. C'est la région où la culture des laquiers a débuté. C'est un laquier. Il faut se servir d'une coquille et trancher comme ça. Et la résine coule. Voilà tout. En règle générale, on se munit toujours d'une paire de manchons pour travailler. Ils sont épais de plusieurs couches. On a aussi une paire de gants pour nous éviter de nous blesser ou de nous écorcher. Ce couteau a une forme spéciale. C'est un couteau professionnel spécifique à notre métier. On fixe le pot autour de notre taille. Ceci est la partie centrale d'une feuille de palmier à bétel. Quand on récupère la résine de la coquille, on la racle avec la feuille, puis on la fait couler le long de la paroi du pot. La résine, issue du laquier, est l'outil principal dans l'art de la laque. La laque naturelle possède des propriétés antioxydantes qui, peintes sur des matériaux, se transforment en une couche brillante. La récolte de la laque à Taïwan se fait entre le mois d'avril et août. Grâce à l'humidité et au soleil de la saison, la laque est de bonne qualité. Il faut récupérer la laque avant le lever du soleil. La quantité de laque récoltée sur un laquier est environ 200 grammes seulement. C'est une denrée aussi rare que le sang pour le corps humain. Il faut l'utiliser avec modération. Je n'en gaspille jamais.
quand il m'en reste, je l'applique sur les tableaux qui, au fur et à mesure, forment des motifs. Ceci était un œuf en verre. Huang Lishu et ses élèves appliquent sur cet œuf toute la laque qui leur reste après les cours. Au fil du temps, il est devenu un bel œuf de Pâques. Né en 1949, Huang Lishu a étudié une majeure d'art à l'université. En 1976, elle est allée travailler à l'Institut de recherche d'artisanat de Taïwan. En raison du boom de l'exportation de produits en bambou, Huang Lishu s'est spécialisé dans les produits de bambou. On utilise généralement la peau de bambou, qui est la partie solide de sa tige. La chair, qui se trouve en dessous, est plutôt molle et en raison d'une forte concentration d'eau et de sucre, celle-ci moisit vite. J'ai alors eu l'idée d'utiliser de la laque pour la rendre plus solide et résistante. À ce moment-là, Huang Lishu ne réalisait pas encore que son premier contact l'amènerait sur une voie aussi colorée. La Chine a été le premier pays à découvrir et utiliser la laque. Avec une histoire vieille de 6000 ans, la laque est d'abord apparue sur des objets en laque. La laque s'est développée plus tard à Taïwan, car il y a 100 ans, le laquier ne poussait pas sur l'île. Les objets en laque étaient directement importés de la Chine ou étaient fabriqués par des artisans de Fuzhou à Taïwan. C'est au début du 19e siècle que le laquier a été planté et reproduit avec succès à Taïwan et que l'art de la laque s'est développé. La laque taïwanaise a une histoire très récente, mais cela est aussi un avantage car elle réunit les styles et les techniques de la laque de la Chine, du Japon et du Vietnam. Elle a réinventé son propre style. Après quelques temps d'autodidactie, Huang Lishu décida d'apprendre l'art de la laque auprès d'un maître. L'artiste taïwanais de laque, Chen Ruoqing, apprend l'art de la laque depuis ses 13 ans et a plus de 60 ans d'expérience. Il est l'un des rares artistes de laque de sa génération à Taïwan. Les œuvres de Chen Ruoqing ont subi l'influence du style japonais et intègrent aussi le style traditionnel chinois. Ce sont des objets lisses et simples, à la fois naturels et minimalistes. Je me suis rendue chez professeur Chen. À l'époque, il était déjà presque à la retraite. À mon arrivée, j'ai vu des objets dans sa vitrine, très jolis. Ça m'a émue et séduite. Je voulais savoir comment parvenir à faire de si jolies choses. La laque, lorsqu'une paire de mains habiles et un esprit créatif en fait bon usage, devient une matière qui a beaucoup de charme et de vie. C'est ainsi que Huang Lishu entra dans le monde de la laque. Elle apprit comment la laque est fabriquée, puis partit apprendre auprès du professeur Chen. Après plus de 10 ans, Huang Lishu avait enfin maîtrisé cet art. De 1987 à 1989, Huang Lishu a obtenu consécutivement le prix du meilleur artiste concepteur de Taïwan et a été exemptée de tout contrôle sur ses œuvres. Elle a très vite élargi ses œuvres au bambou, le bois, les branches, le tissu et la poterie. Mais à côté de ses créations, Huang Lishu avait une autre préoccupation. En 1996, sur le journal de l'Alliance, a été publiée une annonce « Formation à l'art de la laque
sélection des élèves. J'ai suggéré au directeur de l'Institut d'inviter le professeur Chen pour animer des cours afin de transmettre cet art. À l'époque, à Taïwan, la laque était inconnue. Cet art n'avait pas trouvé d'héritier. Huang Lishu souhaitait transmettre l'art de Chen Huoxing au plus de personnes possible afin de réimplanter la laque à Taïwan. En 1996, à l'Institut de recherche sur l'artisanat de Taïwan, une formation d'1 semestre a été ouverte pour 10 élèves animés par Chen Huoxing. J'espère que les 10 élèves, à l'image d'une graine, pourront, pendant cette année d'apprentissage, grandir et se renforcer pour transmettre la laque. Chen Huoxing, alors âgé de 70 ans, animait en personne ses cours et ses ateliers. Le professeur est comme un père. Il est âgé et quand il est là, je fais toujours en sorte de lui faire moi-même des nouilles à manger. Nous mangeons ensemble, chez moi. J'habite à la résidence, non loin de l'Institut. Avec le développement de l'industrie, sont apparus sur le marché des plaques à laque prêtes à être utilisées. Mais Huang Lishu insiste auprès de ses élèves pour qu'ils les fabriquent selon les méthodes artisanales et traditionnelles par eux-mêmes. La laque traditionnelle doit être apprise à partir des bases. La première étape de la fabrication d'une plaque est d'appliquer une base de laque sur le bois pour combler les trous du bois et améliorer sa résistance à la déformation et à la fissure. Ensuite vient l'étape de l'absorption à l'aide d'un tissu. La laque joue alors un rôle adhésif. Une fois que la plaque a séché à l'ombre, on applique 3 types de poudre. Une poudre brute, une poudre moyenne et une poudre fine. La poudre brute est un mélange de plâtre et de laque. Une fois appliquée, la poudre doit sécher à l'obscurité pendant 24 heures. Ensuite, il faut poncer la plaque à l'aide d'un papier de verre, puis appliquer la poudre médium, laisser sécher, poncer et réitérer les étapes pour la poudre fine. Afin de sublimer la solidité et la brillance de la plaque, il faut en dernier appliquer de la laque noire. En général, cette laque noire doit être appliquée sur 2 couches pour avoir une épaisseur satisfaisante. La laque noire est la partie raffinée de la laque brute. Elle est très fine et lisse. Elle sert comme base sur les supports à laque pour renforcer la matière et sublimer la surface. Tu dois appliquer une couche de laque transparente fine. L'apprentissage de l'art de la laque est difficile, car c'est un art complexe, mais aussi parce que le contact à la résine peut provoquer des allergies chez la majorité des élèves. On dit alors que la laque nous mord. Il m'est arrivé d'avoir une élève en formation qui avait des plaques de plaies sur le dos de ses mains. C'était complètement infecté. La vue de ces plaies m'hérissait le poil. Je suis allée rassurer sa mère en lui expliquant qu'après une période d'exposition à la résine, l'allergie passerait. Wang Peiwen est une des 10 élèves qui a assisté à la formation de Chen Huoxing. Cela fait déjà 17 ans, mais pour Wang Peiwen, la formation et ses souvenirs sont aussi frais que comme si cela datait d'hier. Tu étais plus mince avant. Oui, 10 kilos de plus. À l'époque, j'étais allergique à la résine.
Quand on faisait une réaction, on prenait une photo avec l'affiche pour savoir combien d'élèves a été mordu. J'étais la 4e. J'étais comme destinée à la LAC. Quand j'ai appris l'art de la LAC auprès de professeur Chen, je n'ai pas fait d'allergie au contact de la résine. À côté de la laque, les œuvres de laque emploient aussi des accessoires décoratifs de couleurs, motifs et matières diverses et variées pour sublimer la laque. Parmi eux, le collage d'objets comme des coquilles d'œufs, de la nacre, de l'or, de l'argent, de la poudre d'eau ou de pierre. Ces choses viennent en complément de la laque et se marient parfaitement ensemble. La laque est foncée, il n'existe donc pas de laque de couleur blanche. On peut remédier à cela en plaçant des coquilles d'œufs et les briser progressivement pour les fixer sur la laque. Cela crée des fissures originales et naturelles. Coller des coquilles d'œufs est une tâche longue et pénible qu'il faut faire avec patience et minutie. Pour recouvrir une plaque de taille standard, il faut compter 2-3 jours de travail. Même si c'est laborieux, lorsque le travail est terminé et qu'on voit le résultat, c'est comme notre bébé. On en est très fiers. Après avoir fixé les coquilles, il faut appliquer par-dessus une couche de laque. On peut tout renforcer par une couche de laque. La solidité des coquilles sera alors équivalent qu'à la plaque. Après l'application de la couche de laque, il faut poncer le tout. Il faut poncer de manière uniforme, sans précipitation. C'est un vrai travail de patience. En raison de la couleur des coquilles, de son collage et du ponçage, la plaque révèle alors une surface avec des reliefs différents. Lors de la dynastie Han, la laque chinoise a été exportée à l'étranger et a fini par prendre racine au Japon, en Corée et au Vietnam, où elle a progressivement évolué vers leur propre style. La particularité de la laque dans chaque région m'intéresse. Le panier de laque de Yongshun est tressé en bambou et recouverte d'une couche de laque bleue qui est très représentative de la culture locale. La laque est un art très large et diversifié qui donne envie de tout apprendre tellement c'est joli et différent. Je suis ravi d'accepter votre invitation pour participer à l'animation de la formation sur la laque. Je suis honoré de pouvoir contribuer à la transmission de l'art de la laque. C'est la lettre de réponse que Zhang Liwei, professeur de laque à l'Université des Arts du Fujian, avait adressée en 1996 à l'Institut de recherche sur l'artisanat de Taïwan. Cette année, Huang Lishu avait invité 2 professeurs du Fujian afin d'enseigner la laque aux élèves. Parmi les techniques enseignées par les 2 professeurs était inclus le relief. Il s'agit de dessiner sur la plaque de laque le motif souhaité et d'y superposer plusieurs couches de laque afin de créer du relief et donner une dimension au dessin à l'aide de poudre ou autre matière. J'applique la laque directement à l'aide d'un bâtonnet de bambou ou de bois. Les œuvres de Huang Lishu racontent sa vie. Ce sont les oies élevées par mon voisin d'en face, Monsieur Xu. Il en a en réalité 5 au total. Elles venaient tous les jours se promener chez moi.
Ma camarade de classe, à l'époque, se plaignait de ne pas pouvoir dormir chez moi, car les grenouilles croissaient toute la nuit et que l'eau faisait trop de bruit. Ce type d'œuvre est très populaire car il reflète la vie quotidienne de chacun. C'est pour cette raison que ces œuvres sont appréciées du grand public. Il se relève pour balayer chaque fois. Aujourd'hui, c'est le tour de cette équipe de balayer. Depuis la réussite de l'organisation du semestre de formation animé par Chen Roxing en 1996, Huang Lishu a débuté sa carrière de formatrice. En 2008, afin de permettre à un plus large public de s'intéresser à l'art de la laque, Huang Lishu a créé cet atelier comme lieu d'échange. En règle générale, être artisan est très dur. L'espace de travail est souvent trop restreint pour accueillir confortablement tous les outils, les boîtes et les accessoires d'un artiste. Un tas par-ci, un tas par-là. Il faut garder un grand espace pour stocker tout ça. Aujourd'hui, à notre habitude, on va apprécier et commenter le travail de l'un d'entre vous. Les reliefs sont très bien réalisés. La couleur du sol est quelque peu sombre. Essaie d'illuminer tout ça avec de la poudre jaune mélangée avec de l'eau. Lors de ces formations, Huang Lishu enseigne aussi des techniques à ses élèves afin de perfectionner leur laque. Les grains de la poudre sont grossiers. C'est pourquoi il faut dessiner avec de la laque par-dessus pour uniformiser la surface. Sur ce genre de dessin, il faut souvent dessiner 2 à 3 fois. Le saupoudrage est un procédé pour fixer des poudres d'or et d'argent sur certains motifs de laque. Il faut le faire sur les motifs presque secs pour que la poudre se fixe à la laque. Pour finaliser le tout, on applique sur la poudre une couche de vernis. Comme c'est sur l'or et l'argent que l'on souhaite attirer l'attention, on applique le vernis pour ajouter de la brillance. Le vernis protège le dessin et illumine la couleur. Il faut souvent 4 couches de vernis qui doivent être à chaque fois séchées à l'obscurité pour un effet de couvrant satisfaisant. Chaque couche nécessite d'être poncée avant d'appliquer la suivante. Une fois terminée, pour finaliser la brillance, il faut une dernière étape de frottement. Le processus de frottement consiste à frotter pour estomper la brillance. Cela permet de modérer la brillance résultant des couches de vernis. Au toucher, la surface devient aussi douce qu'une peau de bébé. La chaleur provoquée par le frottement avec la main ramollit la surface de la laque et crée des reliefs et des brillances particulières. Pour produire des laques de haute qualité, il faut frotter plus de 1000 fois la surface. Après l'ensemble des étapes, laisser reposer la laque permet de révéler progressivement les couleurs. Ce tableau a révélé toutes ces couleurs. En dessous de ces couleurs sombres se cachent d'innombrables couches de laque et de techniques complexes. Chaque laque est unique. La laque étant naturellement sombre, atteindre la révélation des couleurs est toujours excitant. On a cette impatience et cette hâte de découvrir l'œuvre une fois la révélation achevée.
L'art de la laque est fascinant dans son mystère. Sous toutes les couches de laque, on ne sait jamais à quoi s'attendre à la révélation des couleurs. Ceci a passionné Juan Lichu toute sa vie. Toutes ces assiettes ont été faites par les élèves lors des cours. Ce sont des œuvres expérimentales qu'ils ont faites pour perfectionner des techniques. Aujourd'hui, cela fait 3 ans que l'atelier est ouvert. 50 élèves y ont suivi des cours. La formation est terminée. C'est une nouvelle aventure qui débute. Je veux remercier notre professeur pour tous ces souvenirs que je garderai toujours dans ma mémoire. C'est un message laissé par Wang Peiwen lors de la fin de la formation animée par Chen Ruoqing il y a 17 ans. Après ce semestre, Wang Peiwen a continué à étudier la laque. Aujourd'hui, c'est une artiste reconnue dans la restauration d'objets historiques en laque. Dans mes souvenirs, c'était comme notre maman à tous. Elle s'occupait de nous sur tous les domaines. Nous vivions tous à la résidence universitaire à l'époque. Du matin au soir, elle prenait soin de nous. Elle est très généreuse, elle ne va pas cacher des techniques ou les garder pour elle. Certaines personnes préfèrent garder les meilleures techniques pour soi, de peur qu'elles ne soient plus tard dépassées. Mais elle n'est pas comme ça. Elle a une attitude très ouverte et nous sommes donc très à l'aise avec elle. Beaucoup d'artisans ou d'artistes préfèrent garder le secret de leur technique et de leur expertise. Ceci s'explique par une raison très rationnelle. C'est que c'est leur technique qui les fait vivre. Ils ne veulent donc pas transmettre leur savoir-faire de peur d'avoir des concurrents sur le marché plus tard. Je n'ai pas ce problème car je ne fais pas d'affaires avec la laque. Je travaille dans le public. Je porte plus d'intérêt dans la recherche et la transmission du savoir-faire par la formation. C'est bien pensé. Au moment des repas, il y a toujours un élève pour nous prendre en photo, pour les diffuser sur Facebook. Ceux qui n'étaient pas là, c'était toujours très jaloux. On a fait très bons repas lors de ces formations. Ça a l'air très bon. Je trouve que partager un repas, c'est une chance. Comme vous, par exemple, vous êtes là aujourd'hui. On va pouvoir partager un repas ensemble. Oh, ça sent bon. Allez, à table. On travaille, on vit ensemble, on est tous heureux. Ça m'apporte de l'animation et je me sens moins seule. Être professeur permet d'avoir tout plein de souvenirs. Tous ces mots ont été laissés par des élèves. Le sujet du livre est ce qu'on souhaite te dire. Ce sont les plus beaux cadeaux qu'on ait pu m'offrir. Chaque année, les élèves me laissent des mots sur une carte qu'ils font eux-mêmes. À l'intérieur, ils écrivent leurs meilleurs souvenirs durant ce semestre. Ce pot en verre, c'est eux qui l'ont fait. Il y a des libellules,
et des hirondelles sur le couvercle. Ils ont marqué « Très cher professeur adoré, merci pour tout ce que vous avez enseigné durant ce semestre. Vous vous êtes très bien occupé de nous et vous nous avez beaucoup encouragés. Merci de nous avoir laissé vous aider dans votre travail si particulier. » Malgré ces années de formation, les artistes de lac sont tous préoccupés par la même question. Nous sommes tous préoccupés par l'employabilité de nos élèves. Est-ce qu'ils vont pouvoir vivre de ce savoir-faire? C'est une question que l'on se pose. Les œuvres en bambou, en tissu ou de lac, etc., sont des œuvres à public restreint. Pour survivre sur le marché d'aujourd'hui, il faut pouvoir vendre ces œuvres au grand public. Mais pour le moment, ça reste difficile pour la laque. Même si tous les foyers achètent une œuvre, ce serait difficile de survivre. L'authenticité de l'artisanat doit toucher les gens. C'est le principe de l'artisanat taïwanais. En 1999, afin de promouvoir l'artisanat taïwanais, l'Institut a fondé un parc d'exposition destiné à tout le monde, dans leurs moments de loisirs, pour se détendre et découvrir des produits artisanaux. La laque a une valeur culturelle. Il ne faut pas mesurer sa valeur par l'argent, car ce n'est pas un art destiné à être utilisé dans la vie de tous les jours. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'a pas d'avenir. La laque est une spécificité de l'Asie. Au Japon, en Chine, en Asie du Sud-Est, c'est un art qui reflète notre culture. Ceci est unique et rare. Huang Lishu a retranscrit de son œil féminin son interprétation de la vie de tous les jours à travers ses œuvres de lac. Si personne ne transmet un savoir-faire, il risque de disparaître. C'est vraiment dommage. Il faut expérimenter personnellement cet art pour comprendre la tradition de la laque, comprendre où est sa valeur, sa beauté. Parfois, ce qu'on ne voit n'est que la façade. On s'exclame devant la beauté d'un tableau, mais c'est traversant tout son processus qu'on réalise la valeur de cette œuvre en profondeur. Et peut-être qu'on ne surprendrait à vouloir en faire son métier. Dans la région de Nantou, chaque mois d'avril-mai, les fleurs blanches fleurissent. Sur la montagne, on assiste à la chute des fleurs blanches qui, de loin, ressemblent à de la neige. Cette fleur blanche est surnommée la neige de mai à Taïwan. Je suis une femme très traditionnelle. Je souhaite un équilibre entre ma vie personnelle et professionnelle. J'ai toujours été très occupée. Je suis du signe du taureau. Avant que ma mère me quitte, à chaque fois qu'elle me voyait, elle me disait toujours qu'elle n'aurait jamais dû me mettre au monde le matin. Car un taureau né le matin est destiné à travailler dur toute sa vie.